Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Quoi, c'est tout? C'est ça votre énigme? Attendez, une autre! Une autre! Pourquoi les films Kaamelott font-ils autant polémique? Parce que le débat de la saison 1 jusqu'à la saison 6, on sait d'où il vient et pourquoi. À force de gagner en liberté, Alexandre Astier a pu créer la version de Kaamelott qu'il avait en tête depuis le début. Donc ici, on est plutôt sur une question de goût. Vous avez de la saveur. Mais non! Mais avec les films, on est sur quelque chose de nouveau. Les gens ne critiquent pas l'univers de Kaamelott, ils critiquent surtout son support, à savoir le film. Comment est-on passé d'un chef-d'œuvre pour les premières saisons à des films aussi controversés? C'est pas faux. Y a-t-il une vraie raison, ou alors, comme certaines personnes le disent, Alexandre Astier ne saurait plus écrire des histoires? J'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Vous allez voir que la réponse est beaucoup plus profonde et rationnelle qu'il n'y paraît. La réponse? Oui, ma petite fée. Alexandre Astier sait écrire des histoires. Il a tellement dévoré de films et de séries avec son père depuis tout petit qu'Alexandre Astier maîtrise l'art du scénario plus qu'il ne l'imagine lui-même. Il paraît que je l'ai vu quand j'avais 2 ans. Mais bon, il est devenu très très vite fan de Spielberg, mon père. Mais c'est vrai que j'ai jamais été élevé à Disney, j'ai été élevé aux films de Spielberg. Et on le voit d'ailleurs avec les premières saisons de Kaamelott. L'humour, le rythme, les 3 actes. Les 3 actes, c'est des bonnes femmes qui sont mi-taupes, mi-déesses et qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides. Tout est parfait. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien? Parce qu'on a obligé Alexandre Astier à se contraindre. On l'a limité. Il paraît que c'est pour votre bien, alors arrêtez! Essayez de l'attraper les bras, parce que franchement, je suis trop gavé là. Le groupe éditorial de la chaîne lui a dit « Le seul créneau que tu as, c'est 3 minutes par épisode ». Alors, Alexandre Astier a saisi cette opportunité et s'est exécuté. Il a épuré autant que faire se peut pour raconter des histoires en seulement 4 minutes. La conséquence de cela, il a conservé le nectar de sa connaissance du scénario et de la comédie. La contrainte a condensé Kaamelott pour n'en conserver que l'or. Tout le reste a brûlé avec les impuretés. Et voilà la clé de lecture d'Alexandre Astier. Plus il gagnait en liberté, avec la saison 3, 4 puis 5 qui a été le plus gros changement, plus Alexandre Astier faisait ce qu'il voulait et racontait selon ses préférences. Parce que le succès, grâce aux fans, le lui permettait. C'est un peu comme les pierres d'infinité. Selon lui, il les lui fallait toutes pour les films Kaamelott. La réalisation, le scénario, la musique, mais il lui manquait une dernière pour avoir le contrôle total. Et il l'a eu, la production. Pour ces films Kaamelott, Alexandre Astier a le contrôle total. Plus personne ne peut l'obliger à quoi que ce soit. Mon petit oiseau! Mais une question subsiste. Alexandre Astier sait écrire des histoires, alors pourquoi ne le fait-il pas comme il le faut avec ses films? Et je crois avoir la réponse. Je le rajouterai à l'ordre du jour. Et elle est plus profonde qu'un simple « Bah, il fait ce qu'il veut. Très bien, on vous écoute. La réponse n'est pas dans le cinéma, elle est dans la psychologie. Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non? Alexandre Astier est comme un enfant qui joue au Lego. Un enfant avance dans son scénario, non pas quand les objectifs de ses personnages sont accomplis, non pas quand les scènes ont coché toutes leurs cases, il n'y a qu'une seule chose qui fait avancer un enfant dans son scénario lorsqu'il joue, l'ennui. C'est une fois qu'une scène a perdu de son intérêt, une fois qu'il a fait le tour, que l'enfant se dit « Chouette. Où est-ce qu'on va? » Et l'amusement, pour Alexandre Astier, c'est le centre de tout, au point que l'on peut voir des choses se dénaturer. Et la première victime, ce sont les personnages. Exemple avec Christian Clavier. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous rangez? Éclairez-moi! Dans la saison 5, Christian Clavier joue un jurisconsulte, l'un de ses meilleurs rôles sur le petit écran. Vous entreposez tout au même étage, et vous éclairez à la torche, espèce de maboule, et le tout sur des étagères en bois. Non mais c'est la moindre braise qui vole, vous aurez l'air fin. La bibliothèque d'Alexandrie, ça vous dit rien? Oui, bon, la bibliothèque d'Alexandrie, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Tout a cramé, voilà ce qui s'est passé. Mais si vous observez bien dans les films, c'est le jurisconsulte qui joue le rôle de Christian Clavier. Coincé là entre 4 murs, en attendant de crever comme des rats! Le sérieux du jurisconsulte, avec ses pointes de colère modérées, a disparu. Oui, alors attendez, là moi je ne veux pas du tout rentrer dans ce type de discussion. Je suis là uniquement dans une attitude technique, n'est-ce pas, d'analyse du texte. Maintenant, il hurle tout le temps, et juste pour faire des blagues. Maintenant ça va bien! On va pas vous lâcher la moitié du royaume sous prétexte que vous allez fouiller 3 buissons et revenir bredouille! Ne soyez pas zinzin! La logique du personnage a disparu. On a l'impression que ça amuse Alexandre Astier de voir Christian Clavier faire du clavier sur le plateau, au point que la cohérence du personnage passe après. Perceval aussi est touché, il n'a plus ce côté innocent, profond. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un.
mystérieux. Perceval n'est pas notre fils, c'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, ben, j'aurais pas mieux dit. C'est hyper mystérieux. Les vieux, c'est mystérieux. Ce Perceval des premières saisons, eh bien, dans les films, il a disparu. Perceval doit juste continuer à faire des blagues. Mais ça suffit! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Arrêtez! Ah! La patrouille de Camelot s'est déclenchée! Vous nous prenez pour des gens fesses? Votre nom, collègue. Le nom, j'ai dit pas le métier! Parce que pour le moment, selon Alexandre Astier, Perceval n'a pas besoin de faire plus. Parce que Camelot va durer autant que possible. Et on verra plus tard pour l'avancée. Lancelot, le méchant de l'histoire, perd de sa superbe par rapport à la série. C'est la marionnette d'Arthur. Précisément, c'est la marionnette d'Arthur. Mais je me suis permis de la trafiquer un peu. La trafiquer? Oui, par un procédé dont je vous passe les détails. Il se trouve que tout ce qui arrive à cette marionnette est instantanément reporté sur le véritable Arthur. Vous l'avez essayé? Non, essayez quoi? Allez, frappez! Il n'en est pas question. Frappez, l'usurpateur! Mais non! Frappez! Et vous aurez tout! Non! Frappez! Et prenez Guenièvre! Prenez le trône! Reprenez tout ce qui vous appartient! Non! Arthur est mort? Non, la marionnette n'était pas enchantée, j'ai menti. Pourquoi? Je voulais vérifier ce que je savais déjà. Vous êtes prêts? Dans les films, Alexandre Astier l'a écrit comme un enfant de 7 ans écrirait un méchant. Une arrivée sombre, des rires maléfiques, et tout le monde dit qu'il est méchant, sans jamais le prouver. On nous délivre des informations, mais jamais des actions concrètes. Et vous saviez que Lancelot, il condamnait des enfants à mort? Vous saviez pas ça? Ce qui fait que Lancelot, dans les films, est particulièrement ridicule. Même ici, dans cette scène, lors de l'attaque des Burgondes, il lance une réplique pour être drôle. Mais quoi? Bougre de dégénéré! Plutôt que de prendre des décisions rapides, fortes et cruelles comme on l'attendrait de lui. Ses conseillers lui manquent de respect. Allez, agissez, crénom de nom. Donnez un ordre. Tout n'est peut-être pas perdu. Mais donnez un ordre, espèce de gros lézard moisi! Donnez-nous un moyen de sortir d'ici, au lieu de rester planté comme un piquet, espèce de détraqué! C'est le départ du souterrain. Ou vous le connaissez pas. Mais Lancelot, plutôt que de les mettre au cachot, laisse glisser. Bon, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur Lancelot, car je compte faire une vidéo sur lui en montrant comment Alexandre Astier aurait pu l'amener dans les films. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester dans le coin en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper. Bref. J'enchaîne. Allez-y, roulez! Alexandre Astier s'est concentré sur certaines parties de l'histoire qui l'intéressaient, mais pour les autres intrigues, on est sur du bricolage pour continuer à sentir du mouvement, que ce n'est pas mort. On est en souterrain parce que c'est classe. Robobrol! Ça fait quoi? Robobrol! On a gagné! Oh la vache, mais c'est nul! Non, mais vous me disiez c'est nul. Non, mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Surtout que agir ainsi pour un film, c'est mortel. Ouais, c'est mortel! Malheureusement, Alexandre Astier fait une grave erreur en privilégiant son instinct créatif immédiat sur la rigueur structurelle du cinéma. J'ai rien compris. Ou alors c'est moi, c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Je m'explique. Alexandre Astier s'arroge des règles du film. Vous avez pourtant le droit de jouer avec, mais pas de les briser. Au cinéma, Camelot, au contraire, je réfléchis moins, parce que ça peut tout supporter. Naturellement, à l'écriture, on se dit, bah là, maintenant, je voudrais respirer. C'est plus facile, parce que le cinéma supporte beaucoup plus de choses différentes, et on peut prendre son temps, donc ça devient plus naturel. Beaucoup de gens croient qu'une œuvre, ce n'est que subjectif. C'est absolument faux. C'est à la fois objectif et subjectif. L'objectivité d'une œuvre, c'est sa structure, son squelette, ces règles que vous devez maîtriser pour ensuite pouvoir jouer avec. Votre subjectivité, elle, c'est ce qui vous compose, ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos expériences. Prenons par exemple Christopher Nolan avec Memento et Tenet. Il a pris les règles des 3 actes et l'a littéralement plié. C'est sa subjectivité qui l'a fait plier, mais ne l'a pas brisé. Et ça fonctionne. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça fonctionne. Tandis qu'Alexandre Astier, lui, va passer outre, va mettre des règles du cinéma de côté, et ça se voit, parce qu'il fait comme il le souhaite, et tant pis pour vous. C'est un égoïsme au sens noble du terme. En fait, c'est comme si Alexandre Astier ouvrait grand ses portes et a invité plein de gens à manger chez lui, avec plaisir pour passer un bon moment. Par contre, il va pas faire 3 entrées, 3 plats et 3 desserts pour être quasi sûr que tout le monde va être content du repas. Non, il va cuisiner pour lui, sa famille et ses amis. Si vous aimez ce qu'il fait, tant mieux pour vous, mais si vous n'aimez pas,
ou que vous vous étouffiez sur une cacahuète parce que vous êtes allergique, eh bien Tant pis pour vos tronches. alors maintenant qu'on a compris pourquoi les films de Kaamelott ont évolué ainsi, Alexandre Astier doit se poser une question. Existe-t-il un moyen de faire mes films comme je le veux, tout en conservant une structure narrative excellente, au point que la majorité va aimer? Parce qu'Alexandre Astier ne doit pas changer ce qu'il fait pour plaire à la majorité. Il doit respecter le support du film et de l'histoire qu'il a créé, pour en faire un chef-d'œuvre qui plaira à tous. Et pour ça, Alexandre Astier a besoin qu'on lui dise non. Non, mais je vous prête pas une grange pour stocker des Chinois. Pas pour le limiter, mais pour lui donner un mur contre lequel prendre appui. Parce que sans mur, on n'a pas de repère. Comme pour un enfant qui a besoin qu'on lui dise non, qu'il n'a pas le droit de tout faire. Car la liberté totale, sans aucune contrainte d'aucune sorte, peut mener à des catastrophes. Et regardez ce qui se passe sans ce mur. Astier est parti pour faire 4 films qui ne verront peut-être jamais le jour, parce que le public se réduit drastiquement entre chaque volet. Premier film, presque 3 millions d'entrées. Le deuxième, à peine plus d'1 million. Imaginez maintenant qu'on lui ait dit « Ton histoire, tu la boucles en 2 films de 2h30. Pas un de plus, débrouille-toi ». Je suis convaincu qu'on aurait eu 2 chefs-d'œuvre sur grand écran. Parce que le problème, ce n'est pas qu'Alexandre Astier a perdu son génie, c'est qu'il n'a plus de contraintes assez fortes pour le condenser. Les premières saisons de Kaamelott en sont la preuve absolue. La contrainte des 4 minutes par épisode ne l'a pas réduit, elle l'a propulsé. Parce que parfois, ce qui transforme un artiste en génie, ce n'est pas sa liberté, c'est la résistance qu'il rencontre. J'ai dépensé son compte.